Bonjour à toutes et à tous, ravi pour ma part de vous retrouver pour ce festival si cher à mon cœur, et d'autant plus cher à mon cœur qu'on m'a confié ce grand entretien avec Hélène Dorion. Alors moi je suis très impressionnée. Bienvenue Hélène. Merci beaucoup. C'est en partenariat avec la saison québécoise organisée par la ville de Laval. Hélène Dorion, vous êtes écrivaine, autrice de nombreux livres de poésie. J'emploie le mot livre et non pas recueil, pas par hasard. De romans, d'essais, d'un livre pour enfants. Vous avez contribué aussi à un certain nombre de livres d'artistes pour lesquels vous avez écrit les textes en regard des œuvres, soit photos, art plastique, etc. Et puis, vous avez co-créé, co-écrit avec Marie-Claire Blaise le livret d'un opéra sur Marguerite Yourcenar. Et vous étiez très amie, moi j'étais très lectrice. Voilà, on a Marie-Claire Blaise en commun. On s'est rendu compte de ça il y a 2 heures. Multi-récompensée au Québec et dans le monde entier, j'ai envie de dire. Il vous est arrivé un truc pas possible, là, récemment. Votre livre de poésie, Mes forêts, publié chez Bruno Doucet, vient de rentrer au programme du baccalauréat en France. Une première, une poétesse québécoise, une femme et vivante. Profitons-en, ce n'est pas tous les jours. Je croyais que vous alliez dire c'est pas pour longtemps. Non. Non, mais quand j'entends vivante, c'est toujours inquiétant ce qui va suivre. Parce qu'en France, on étudie beaucoup les auteurs morts. Vous les étudiez? Ah oui. Bon, je sais pas si ça me rassure. Non, c'est que vous amenez autre chose. Oui. On va. Alors vous êtes en France là pour depuis le mois de mars et pour 3 mois, et vous avez énormément de rencontres autour de Mes forêts. Alors moi j'ai pris un peu un autre biais, on va en parler forcément, mais comme vient tout juste de paraître là en folio votre roman Pas même le bruit d'un fleuve, qui était paru chez Le Mot et le Reste pour la France et chez Alto au Québec. Je me suis dit que ça vous ferait certainement assez plaisir qu'on parle de Pas même le bruit d'un fleuve, et donc tout va s'articuler, mais on fera des pas vers la poésie, rassurez-vous. Dans ce roman, une jeune écrivaine, Anna, découvre à la mort de sa mère des carnets, une photo où sa mère a l'air très heureuse avec un homme, des articles de journaux. Et tout ça va l'amener à tenter de percer le mystère du passé de cette mère, une mère assez distante. Et elle remonte le passé comme elle remonte le cours du fleuve Saint-Laurent, de Montréal à Kamouraska. Je vais lire un très court passage qui, à mon avis, va faire une bonne introduction à notre discussion. Si vous m'autorisez, Hélène. Mais avec plaisir, vraiment. Merci de votre introduction et au festival de son invitation. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Et à vous d'être là. Très, très heureuse d'être avec vous dans cette ville que je découvre. Alors, merci de m'accueillir. Comme des arbres dont les branches sont d'inextricables enchevêtrements, poussent en emprisonnant d'autres arbres, chaque histoire se ferait un chemin entre la vie et la mort. On n'en devine jamais toutes les racines et les points de vacillement qui font qu'elle casse. Ou bien elle ne casse pas et se rapproche des étoiles qui l'éclairent légèrement. Nous ne sommes pas très différents de ces forêts clairsemées d'arbres hauts, semblables à des amas d'ossements qui défient le ciel, mais peuvent d'un moment à l'autre se disloquer. Nos racines courent sous le sol, invisibles, impossibles à déterrer toutes. On peut essayer d'en arracher une, espérer qu'elle nous mènera vers une autre, qu'on pourra dégager, elle aussi, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on perçoive un sens à cette histoire qu'on appelle notre vie. Alors je disais qu'on parlerait peut-être un peu moins de Mes forêts, mais enfin
la nature, les arbres, le parallèle avec l'être humain, c'est de toute façon présent dans quasiment toute votre œuvre, Hélène Dorion. Oui, et puis en fait, ces 2 livres ont été écrits vraiment presque l'un avec l'autre. J'étais à Banff, dans les Rocheuses canadiennes, donc dans l'Ouest canadien, en résidence d'écriture, au cœur de très anciennes forêts, avec des arbres très différents du lieu où je vis au Québec, mais quand même. Et j'écrivais pas même le bruit d'un fleuve. Donc, une histoire qui se passe à l'est, en fait, au Québec, le long du fleuve Saint-Laurent. Et alors que j'étais à Banff, j'ai commencé, parce que la forêt s'imposait, j'ai commencé à écrire les premiers poèmes de mes forêts. Maintenant, l'histoire à la source, donc vous l'avez dit, ben oui, c'est les racines, c'est vrai. Et les racines, quand on regarde bien sûr les racines d'un arbre, on découvre aussi les nôtres. Il y a 2 événements, si on veut, réels à l'origine de mon désir d'écrire ce roman, qui est un roman, comme vous l'avez dit, d'une narratrice écrivaine dont la mère est un peu absente et elle questionne le lien à sa mère. Comment ça se fait que sa mère était comme ça? Qu'est-ce qui a pu l'habiter? Parce qu'en fait, nos parents, on les réduit souvent à être que nos parents. On les voit dans leur rôle de mère, de père. On veut qu'ils soient tout pour nous et qu'ils soient entièrement dans ce rôle-là et qu'il n'ait pas de vie en dehors de ce rôle. Mais bien sûr, et ça arrive souvent à leur mort, on découvre qu'ils ont une vie, qu'ils ont des tourments, des chagrins. Réellement, ma mère a perdu un fiancé alors qu'elle avait la jeune vingtaine. Elle allait se marier avec cet homme qui est allé un soir sur le fleuve Saint-Laurent en voilier et son voilier a été percuté par un pétrolier. Cet événement a été évidemment très perturbant pour elle dans sa vie, mais a aussi marqué notre vie de famille parce qu'elle s'est mariée avec mon père. Il y a ma sœur, mais cet homme ou ce chagrin ou cette perte ou cet amour ou ce moment de transformation totale de sa vie a été toujours présent d'une certaine manière dans notre vie de famille comme une espèce de fantôme. Et moi, comme enfant, je lui en voulais un peu. Parce que cet homme prenait une place dans la famille alors qu'elle était avec mon père, qu'elle était avec nous et que j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la famille qui était là. Mais je ne voulais pas savoir. Je voulais pas. Parfois, on ne veut pas savoir qu'est-ce qui les habite, qu'est-ce qui les fait souffrir, comment ils souffrent. Et pas par manque d'empathie, mais parfois parce que ça soulèverait une souffrance à l'intérieur de nous. Au décès de ma mère, quand les choses s'apaisent un peu, j'ai eu envie de me pencher vers elle, d'aller vers sa souffrance. Je me suis dit, elle a dû souffrir et moi, je n'ai pas été attentive à sa souffrance. Ça arrive avec des gens qui sont encore vivants. Malheureusement, elle était morte à ce moment-là. Et c'est la beauté, la force de la littérature que de nous permettre d'approcher une vérité à travers la fiction, de nous raconter une histoire à travers l'imagination, l'intuition, le fil des mots aussi, qu'on laisse éclairer un chemin qu'on ne connaît pas, mais qu'on va connaître à mesure. Alors, j'avais ce point de départ, et que vous le croyez ou non, c'est vrai, ma grand-mère a aussi perdu un fiancé, mais elle, c'était à la Première Guerre mondiale. Donc, j'avais dans la transmission familiale ces chocs, ces pertes, d'où le désir de dire, on va voir, comme l'extrait que vous avez lu, qui est tout à fait pertinent pour ouvrir une discussion. En fait, cet extrait dit, on croit connaître nos racines, mais est-ce qu'on connaît vraiment d'où l'on vient? Et pour savoir qui l'on est et ce que l'on peut devenir, il faut aller voir aussi qui l'on est. Et si on veut faire un parallèle avec mes forêts, c'est comme ça que je termine mes forêts, en allant voir qui on a été, à la fois de façon comme espèce humaine, mais à la fois de manière individuelle. On va revenir au roman, mais j'aimerais bien... j'allais parler de votre obsession pour la nature, les arbres, la terre, et tout le vivant dans cette nature, visible ou invisible, parce que ça bruisse, mais on ne voit pas toujours tout. Est-ce que cet intérêt, peut-être plus qu'obsession, je ne sais pas... moi, j'aime bien l'idée d'obsession, surtout dans une œuvre. Est-ce que c'est aussi
de ce que la nature nous ramène et nous dit de notre propre état d'être humain. Est-ce que c'est ça votre matière finalement? Oui, c'est tout à fait ça. Un jour, j'ai écrit, et je m'en souviens juste parce qu'on me l'a rappelé récemment, parce que sinon je ne saurais pas, mais j'ai écrit « J'ai besoin d'un arbre pour me dire qui je suis ». C'est-à-dire que la nature, le lien à la nature, que ce soit un lien thématique, un lien sensoriel, un lien dans la vie, je pense que la nature a énormément à nous apprendre. Moi, en tout cas, mes deux grands maîtres, ce sont les livres et la nature. Quand on regarde un arbre, par exemple, qui arrive à l'automne et dont les feuilles sont mises violemment au sol par des vents violents, ça, c'est le processus naturel. Ça va permettre à l'arbre, en tout cas dans nos hivers à nous, de traverser plus facilement l'hiver parce qu'il va s'être dépouillé du poids des feuilles. Dans nos vies, moi en tout cas, regardant un arbre comme ça, je me dis, c'est vrai que quand il y a des vents violents, si je cherche au contraire à tout garder, à tout conserver, plutôt qu'à simplement m'abandonner à ce qui veut de toute façon tomber, à ce qui veut partir avec ces vents-là, oui, là, je vais être capable d'affronter ces vents-là, c'est-à-dire en m'y abandonnant, en fait. Donc, la nature est une métaphore, pour moi, est un miroir, et le reflet est une espèce de maître, et surtout un lien qui me maintient dans ce que j'ai, je pense, en tout cas de plus humain. On est d'abord des corps incarnés. C'est sûr qu'on est des esprits pensants, mais on est d'abord des corps qui ressentent, même quand on parle d'émotion, l'émotion passe par la sensation. Et pour moi, c'est vraiment le fondement, c'est la manière première d'être au monde, de sentir en ce moment, par exemple, dans la pièce, au-delà ou en deçà, ou plutôt avec les paroles qui sont là, tout ce qui est là, c'est vie qu'on entend murmurer, ce bruit du sol, le vent, ce qui bouge. C'est pour moi une manière d'être présente au monde. Et je pense que j'ai l'impression, en tout cas, qu'apprendre à vivre, c'est apprendre à être tout à fait présente, être là avec ce qui est là. Et la nature en fait partie, bien sûr. Je l'ai découvert quand j'ai quitté Québec, où je suis née, pour aller vivre dans les Laurentides, au bord d'un lac. Et là, j'ai eu l'impression d'être devant le miroir parfait de ce que la vie naturelle avait à m'apprendre. Oui, parce que j'ai parlé des arbres, des racines, des insectes, tout ça, mais ne pas oublier l'élément liquide, aquatique, qui est très important aussi, j'ai l'impression, et pour vous en tant qu'être humain, mais aussi notamment dans Pas même le bruit d'un fleuve, puisque finalement le fleuve Saint-Laurent s'invite comme un des personnages principaux du livre. Et il y a cette mère qui nage à certains moments, on a l'impression qu'elle fait l'amour avec l'eau, et Anna va comprendre pourquoi, en enquêtant de ce souvenir d'enfant, d'avoir vu sa mère là dans l'eau, et avoir vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose de très sensuel avec l'eau. Il représente alors évidemment, on voit aussi bien un fleuve qui coule, la vie qui passe, ou remonter le cours d'un fleuve comme remonter le passé. On voit assez bien les métaphores qu'on peut en faire, mais pour vous, il représente quoi, ce fleuve Saint-Laurent dans ce roman? Oui, en fait, je pense que l'histoire est arrimée au fleuve pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'à un certain moment, il y a le deuil donc de Simone, la mère d'Anna, la narratrice. Alors Simone a perdu ce fiancé à Kamouraska, là où, en fait, le fleuve Saint-Laurent, ce qu'on en sait, c'est que les écueils sont très nombreux, les vents sont assez violents et il y a des phénomènes de brouillard très forts, très denses. C'est ce qui a fait que, évidemment, il y a des naufrages, des difficultés nautiques qui se passent sur le Saint-Laurent. Alors, le fleuve, c'est bien sûr le courant du temps. C'est aussi l'éternité à travers l'éphémère. C'est le passage, mais c'est aussi le passage d'un monde à un autre. C'est aussi l'histoire. Et si mon roman, les personnages principaux, donc Simone, son fiancé perdu, Antoine, son nouveau mari Adrien, Anna, la narratrice, mais cette histoire, si on veut, de naufrage
intime rencontre une histoire de naufrage historique, le naufrage de l'Empress of Ireland. Je pense qu'on allait en parler. Et donc, l'Amérique, le Québec, rencontre l'Empress of Ireland qui venait de Liverpool. Le fleuve, c'est aussi une passerelle entre des mondes. Et c'est aussi le lieu où une histoire est née. L'histoire est née par le fleuve. Les villes sont construites au bord du Saint-Laurent. Hein. Au début, les frigidaires, c'était le bord du fleuve. Et c'était vraiment possible quand on connaît comment le fleuve peut être froid en hiver et même frais en été. Donc, et dans le livre, Antoine le raconte à un certain moment, tout le passé, mais toute l'histoire, en fait, du Québec est entrée par le fleuve. Et non seulement les biens, non seulement les vivres, mais bien sûr, les gens qui venaient de France, qui venaient d'Angleterre, qui venaient d'Irlande, énormément d'Irlandais, donc sont passés et ont fait ce passage pour venir recommencer leur vie. Parce qu'il y a ça aussi dans mon livre, c'est-à-dire que le deuil, la perte, le naufrage, l'espèce de brouillard qu'on peut ressentir dans nos vies aussi à certains moments, que ce soit par rapport à nos racines ou par rapport à une histoire présente de lien, ben, les brouillards se dissipent à un certain moment et là, on arrive à se rencontrer. Mais il faut les laisser passer dans le temps, dans tout ce qui est là. Donc, c'est une passerelle, un passage entre, disons, l'histoire passée et aussi l'histoire qu'on va recommencer. C'est le cas des parents d'Antoine qui sont venus, en fait, au Québec, mais ça ne s'est pas très bien passé, on ne dira pas trop. Mais donc, eux n'ont pas pu recommencer leur vie. Mais recommencer la vie, c'est quelque chose qui est quand même courant. Je pense qu'on recommence souvent notre vie. Puis pas forcément en faisant table rase. Des fois, on la recommence un matin parce que tout à coup, un élément essentiel, on décide de prendre un autre chemin. Tout autre chemin peut être un espace de recommencement. Mais est-ce que ce que vous décrivez là, c'est pas aussi un peu le travail de l'écrivain et le travail de la création? Parce que finalement, bon, c'est deux points de départ. Votre mère et cet amoureux avant la création de votre famille qui a disparu, votre grand-mère. On pourrait se dire, c'est un roman ou c'est un récit autobiographique. Non, Anna est une sorte de double narratif. Anna est un peu Hélène, mais n'est pas Hélène. Très peu, oui, c'est ça. Le point autobiographique, c'est vraiment le point de départ et quelques petits éléments ici et là. Mais Simone n'est pas ma mère. Je n'avais pas le lien à ma mère qu'Anna a à sa mère. Adrien ne ressemble absolument pas à mon père. Non, au contraire, et j'ai eu énormément de plaisir d'ailleurs à demander à la fiction de répondre à la réalité. Et c'est ça, pour moi, la beauté, le plaisir de l'écriture, c'est de dire, je pars d'un lieu qui est d'un fait, qui est réel et vrai, mais là, la fiction va venir. Et à la fin du livre, moi, je suis persuadée que l'histoire que j'ai écrite, c'est l'histoire vraie. Parce que tout est en marche intérieurement. On le sait, même scientifiquement, les scientifiques imaginent quelque chose qu'ils vont valider dans la réalité. Donc, l'imagination créatrice n'est pas une faculté qui est complètement détachée de la réalité et de la vérité. C'est un peu la manière dont j'ai voulu procéder. Et puis surtout qu'il y a un moment, finalement, vous aviez ce point de départ, cet embryon d'histoire, mais où on va avec ça, on ne sait pas toujours. Et puis, je crois qu'il y a quelqu'un qui vous a parlé justement de ce naufrage de l'Empress of Ireland. Tout à fait, oui. Et que ça a été finalement un point d'ancrage et que là, ça a été la révélation pour créer le roman. Oui, parce que pour écrire un roman, je pense que ça prend deux histoires. Ce qui est la différence entre un récit qui peut être beaucoup plus linéaire. Mais un roman, pour moi, en tout cas, dans mon écriture à moi, dans ma démarche à moi, ça prend deux éléments qui tout à coup vont se rencontrer, vont s'emboîter l'un dans l'autre et faire en sorte que la petite histoire, si on veut, ou l'histoire intime va rencontrer l'histoire collective, que l'histoire individuelle va rencontrer une histoire de transmission, que le passé va rencontrer le présent, va même rencontrer le futur, parce que finalement, écrire, qu'est-ce que c'est sinon créer des liens? Et pas juste des liens entre personnages, pas juste des liens entre les mots,
mais aussi des liens entre passé, présent, futur, intérieur, extérieur. Donc, je pense qu'il y a un désir, en tout cas quand on écrit, de créer un monde uni. C'est une sensation, c'est ça, la narration, la réflexion, l'émotion, tout à coup, qui naviguent tous ensemble, un peu comme un voilier. Il y a le vent, puis là, bon, l'assiette du bateau est bien plate. Là, tout est parfait. On est sous le vent. Et puis ce naufrage qui finalement a été largement aussi terrible, si ce n'est plus que celui du Titanic, qui est un naufrage réel, mais qui finalement a lieu 2-3 mois avant le début de la Première Guerre mondiale. Ça se passe en mai 1914, si je ne dis pas de bêtises. Finalement, tout le monde l'a oublié parce que la Première Guerre a évidemment... reste plus dans nos esprits. Enfin voilà, vu ce qui s'est passé, finalement, ça a fait que cet événement tragique, plus d'1 millier de morts. Enfin, Ah oui, c'est la plus grande tragédie maritime du 20e siècle. C'est le naufrage de l'Empress of Ireland qui a eu lieu à Pointe-au-Père, donc tout près de Rimouski, au Québec. Et alors qu'on était évidemment, on avait tellement rien pour vivre un tel naufrage. L'Empress of Ireland a été, à cause des brouillards, justement, je parlais des brouillards, mais a été vraiment impacté par le navire norvégien, le Storstad, et ils ont été obligés de faire vraiment des espèces de lieux de fortune sur les quais de Rimouski parce que tous les noyés étaient là. Donc, pour moi, c'est de voir aussi, parfois, on est les survivants de certaines choses qui ont eu lieu dans le passé, un passé parfois qu'on connaît, mais souvent qu'on ignore et qu'on porte de toute façon. Et je pense qu'on porte les naufrages ou les écueils ou parfois les nœuds qui nous ont précédés dans des histoires à la fois intimes ou familiales ou collectives ou historiques, comme c'est le cas. Donc, à un certain moment, le naufrage de l'Empress of Ireland, les personnages qui sont là, peu à peu, rencontrent les personnages d'Anna, Simone, Antoine. Et là, j'allais dire, vous êtes amusé, vu le sujet, je ne sais pas si c'est ce mot-là, mais à jouer aussi, c'est Anna qu'enquête, donc elle découvre cette histoire de naufrage. Finalement, elle est un peu choquée que plus personne n'en parle, que personne soit au courant, que ce soit pas rentré finalement dans une histoire du Québec, dans une histoire enseignée, que cette chose soit un peu passée dans l'oubli. Et vous jouez énormément avec les chiffres, justement. En fait, en fonction des sources qu'elle trouve, on n'a pas le même nombre de morts, on n'a pas le même nombre de survivants. Moi, je suis un peu cartésienne. Au début, je me disais, oh là là, Hélène Dorion, elle s'est plantée, elle donne pas les mêmes chiffres à chaque fois. Avant que ça monte au cerveau et que je suis désolée, Hélène, de ne pas avoir eu plus confiance en vous. Et en fait, ça, c'est aussi un vrai jeu de structure, d'écrivain, Attends, lecteur, va falloir que tu bosses un peu aussi pour comprendre ce que je suis en train de t'embrouiller là, malgré tout, parce que en même temps, c'est une réalité statistique. On n'aura jamais les vrais chiffres. Exactement. À deux niveaux, en fait, parce que le vrai chiffre qui revient, c'est celui des enfants, du nombre d'enfants. Alors ça, on voit pourquoi à un certain moment, ce nombre n'a pas changé et pourquoi il est si important. Et sinon, là aussi, c'est vrai, c'est que cette catastrophe est arrivée en fait en 14 minutes. Il y a eu plus de milliers de morts. Et ça a été très rapide. Il y a évidemment des corps qu'on n'a jamais retrouvés. Donc, puis il y a eu un procès aussi de l'Empress of Ireland avec le Storstad, avec les compagnies d'assurance, tout ça, mais jamais on s'est vraiment entendu sur les chiffres. Ça bougeait, sauf le chiffre d'enfants qui sont décédés dans ce naufrage. Et pour moi, ce qui est important, de bien le faire sentir, cette incertitude, c'est que parfois, justement, cartésiennes que nous sommes, on veut bien savoir, bien connaître, on aime le noir, le blanc, et dans le gris, dans le brouillard, on est toujours dans un inconfort et on veut chasser le brouillard très rapidement pour être bien certain qu'on est là et qu'on voit bien l'horizon. Sauf que la vie, c'est pas comme ça. Sauf que les questions de transmission intergénérationnelle ne sont pas comme ça. On ne voit pas tout. On a beau connaître d'où viennent nos parents, on se dit oui, mais je sais, c'est la lignée, c'est comme ça. Non, il y a toujours quelque chose, il y a des racines invisibles. Et c'est souvent ces racines-là
qui nous irrigue encore des générations et des générations plus tard et de manière, pour moi, très lumineuse et très positive parce que se connaître, se rencontrer, aller à la rencontre de soi, cette aventure extraordinaire, même si ce qu'on trouve n'est pas toujours extraordinaire, mais peu importe, l'aventure d'aller à sa propre rencontre est extraordinaire. Et quand on rencontre ces éléments-là, il faut parfois vivre dans ce flou. Il faut parfois, et c'est le cas d'Anna, elle, en fait, découvre aussi que sa mère lui a caché l'essentiel. C'est-à-dire que la plus grande passion de sa vie, cet homme, Antoine, dont elle était très amoureuse, elle n'en a jamais parlé. Elle découvre aussi qu'elle écrivait des poèmes, alors qu'Anna elle-même écrit des poèmes, mais elle s'est demandé pourquoi. Des fois, on dit, mais moi, je suis la première à faire ça dans ma famille, il n'y en a pas d'autres. Mais si on creuse parfois, mais tout à coup, on découvre que oui, ça existe quelque part. Donc, les familles, c'est des espèces d'étangs qu'on n'a jamais fini d'explorer, qui sont assez intéressants à explorer. Et tout à coup, on pense avoir fait le tour, puis il y a une fleur là qu'on avait oubliée. On parlait de racines, de transmission, peut-être de la souffrance d'une génération à l'autre, mais elle ne savait pas que sa mère écrivait de la poésie. Anna est écrivaine, mais elle ne raconte à personne qu'elle écrit de la poésie. Donc, comme quoi, là aussi, il y a une espèce de reproduction du secret. Et par contre, le fait de se rendre compte que sa mère écrivait de la poésie va débloquer. Oui, elle va se donner le droit d'écrire de la poésie, de dire qu'elle écrit de la poésie par ce lieu de transmission, justement, par cet espace-là. Elle sait maintenant d'où elle vient. En tout cas sur cette ligne-là. Et parfois, c'est le cas d'Anna, en tout cas, même quand on ne sait pas tout, il y a une forme d'apaisement juste dans l'acceptation. Elle comprend à la fin la souffrance de sa mère, les refus de sa mère, les difficultés. Et ça crée, évidemment, l'amour était là, mais l'empathie, la bienveillance, la compréhension. Et parfois, évidemment, le lien se recrée. Moi, je crois aussi que des liens peuvent se réparer au-delà de la vie des gens, au-delà au-delà de leur mort, bien sûr, parce qu'il y a une sorte de continuité. Je trouve, moi, la question du deuil, j'en parle dans plusieurs de mes romans, notamment Les Traînes des vents, Jour de sabre, Recommencement. Je trouve que la question du deuil est une question extrêmement riche et féconde. Parce que parfois, on n'aime pas le mot deuil, mort, mais en fait, cette question, pour moi, revient à celle du passage, de l'éphémère, de la perte. Tout ce à quoi on tient, on va le perdre et vivre. C'est souvent apprendre à vivre avec ce mouvement de perte, qui est aussi un mouvement de recommencement, un mouvement de renouvellement. On dit, cet hiver a été très beau, il a été formidable, il ne faut pas s'attacher parce que le prochain, ça sera un autre. Et si on veut aimer le prochain, il faut oublier celui-là pour ne pas vouloir le répéter. Donc, pour moi, c'est plein de manières d'apprendre à vivre l'existence telle qu'elle est, sans résister à ce qui est, en fait, et à ce qui fait de nous des humains, et à ce qui fait la nature même de l'existence, et des liens aussi. C'est aussi un livre qui pose beaucoup de questions, qui n'ont pas toutes des réponses. Je crois que c'est fait. Vous parliez du gris tout à l'heure, je crois que vous aimez quand même bien mettre du gris, de nous mettre en eau trouble. Et notamment, c'est un livre qui parle de création et d'écriture, de poésie, du rôle de la poésie, et entre autres questions, alors j'en ai noté quelques-unes, je vais les lire. Les poèmes peuvent-ils nous sauver du naufrage ? Les poèmes sauvent-ils de la souffrance ? Les poèmes nous sauvent-ils de la violence tapie au fond des êtres ? Les poèmes rendent-ils plus légère la part qui pèse sur nous ? Et ça, je ne suis pas sûre que vous répondiez à toutes les questions dans le roman. Non, mais c'est pas... c'est drôle, mais c'est même pas mon but de répondre à des questions. Moi, ce que je trouve que l'écrivain est là pour poser des questions, pour se déplacer devant des objets à questionner. Et
évidemment, la poésie est bien présente, l'art est bien présent dans ce roman. Il y a un personnage qui est peintre. Je parlais de la mère qui écrivait. Anna est écrivaine. Et Antoine, lui, lit la Divine Comédie de Dante au fur et à mesure, parce qu'il y a évidemment l'enfer, le purgatoire, le paradis, et on peut interpréter bien différemment ce qu'est l'enfer pour quelqu'un, le paradis pour un autre, et ça l'accompagne tout au long de son épopée à lui, en fait. Mais pour moi, la question fondamentale et ce qui me tient comme artiste, parce que vous l'avez évoqué, j'ai écrit un livret d'opéra, je travaille beaucoup en musique aussi, je fais de la photographie. Donc, pour moi, l'art, c'est l'écriture, mais j'ai aussi d'autres pratiques artistiques. C'est comment l'art peut constituer une compagne essentielle dans nos vies. Ça, je trouve que c'est une question fondamentale. Et que l'art puisse être autre chose qu'un divertissement, ce qui ne l'empêche pas de nous divertir, mais qu'elle soit une occasion de recueillement, de questionnement, d'éveil de notre conscience au monde. Et on le sait tous et toutes, le monde dans lequel on vit a beaucoup de remuements, de bouleversements au niveau planétaire, au niveau social, au niveau intime même. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire c'est extrêmement facile de vivre aujourd'hui. Bon, ça ne l'a probablement jamais été. D'ailleurs, la littérature existe depuis longtemps. Mais moi, je crois profondément à la capacité de l'art et de la littérature à éclairer ce chemin. Et pas forcément en apportant des réponses très péremptoires et voici ce que c'est. Non, des fois, déplacer une question ou déplacer l'objet de la question et bouger avec, c'est déjà une manière de se maintenir en mouvement. Et pour moi, tant qu'il y a du mouvement, il y a quelque chose qui est vivant et il y a possibilité de transformation. Parce que plus que répondre aux choses, pour moi, il est important de chercher à les transformer. Donc, est-ce que c'est votre formation de philosophe qui parle là aussi un peu? Possiblement, c'est possible, oui. Oui, très certainement, parce qu'en fait, je pense que je suis allée faire mes études en philosophie à la suite d'un cours de philo au collège, l'équivalent d'un lycée aussi, où pendant toute une session, 15 semaines, un professeur demandait une seule question, qu'est-ce que la philosophie? Je suis peut-être la seule élève à avoir trouvé ça passionnant, mais j'ai trouvé ça si passionnant que j'ai eu envie de poursuivre à l'université. Et c'est vrai, je me souviens, quand je suis arrivée à l'université, le premier cours de philo que j'ai pris, j'habitais encore chez mes parents. Je rentre à la maison à la fin de la journée et ma mère me demande « Alors, comment c'était? » Et je dis « C'était extraordinaire. Je n'ai rien compris. » Et c'est vrai, c'était extraordinaire parce que je sentais tout un horizon, tout un champ. Vraiment des chemins là, entremêlés. Je ne savais même pas comment écrire Nietzsche, Heidegger, la coupure épistémologique, tout ça. Mais je sentais tout ce chemin dans la connaissance et dans l'expérience que j'allais pouvoir faire. C'est comme si on me donnait là, un temps de vie extraordinaire qui allait nourrir mon désir de faire l'expérience de la vie, de rencontrer, de me lier et de connaître aussi. C'est ce qui est absolument fabuleux. Donc oui, c'est probablement un petit bagage de philo que j'ai apporté avec moi ou qui m'a suivi lui-même. Mais c'est vrai que le roman, moi je l'ai aussi pris comme une grande histoire, une grande déclaration d'amour à l'art. Il y a la poésie qui est évidemment très présente. Il y a cette grande amie d'Anna, Juliette, qui est plasticienne et qui a une mentor. Et là, on est dans l'art contemporain, on est dans une autre forme d'expression artistique, mais qui est très importante. Donc, il y a vraiment cette question de l'impact que l'art peut avoir sur nos vies. Et puis, il y a vous, dans votre façon d'écrire, puisque il y a plein de chapitres, ils ont tous un titre. Il y a des grandes parties, puis il y a des chapitres. Et en fait, à la fin, vous nous dites que déjà le titre du roman est tiré d'un poème d'Yves Bonnefoy, qui est
un de vos grands maîtres, voilà. Mais que certains titres de chapitres sont aussi des citations. Alors on va trouver Marc-Alexandre Bambé, évidemment je peux pas ne pas le citer puisqu'il est présent sur le festival et qu'on l'adore, mais il y a Pascal Quignard, il y a Eugenio de Andrade, Transformer, Chantal Thomas, enfin utiliser ces citations de Virginia Woolf, de Carlos Drummond d'Andrade, enfin, si ça c'est pas une déclaration d'amour à la littérature, je sais pas ce que c'est. Et puis il y a aussi la playlist de ce que vous avez écouté quand vous écriviez et que vous faisiez les relectures du roman. Et donc, j'y vois aussi une grande déclaration d'amour à la musique. Je rêve pas, Hélène. Non, tout à fait. Et ces citations que j'ai mis en titre de chapitre, je trouvais intéressant. J'aime beaucoup les titres de chapitres, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut choisir d'orienter. Ce que j'aimais, c'est de prendre parfois, vous savez, ça vous arrive ici, on prend un livre, on feuillette et on ouvre et tout à coup, il y a une phrase. Et cette phrase-là entre dans notre vie. Elle trouve un chemin immédiat dans notre vie. Mais moi, je voulais le faire, mais avec le roman que j'étais en train d'écrire. Donc, j'ouvrais un livre, je feuilletais et j'avais une phrase. Et cette phrase-là, je la faisais entrer dans mon livre. Parce qu'en fait, moi, je n'ai pas construit ce livre avec une structure, un plan. J'écris pas des plans sur les murs et tout ça parce que c'est pas ma manière d'écrire et moi, ça me retiendrait pas. Si je savais où je vais, j'aurais plus envie d'y aller. Donc, il faut que je sache pas tout à fait. Donc, je l'ai écrit vraiment comme mon personnage, en remontant le fleuve, dans les brouillards et parfois en frappant un écueil et en revenant sur mes pas. Donc, c'est un peu de la même manière. Alors, pour moi, oui, la littérature, une phrase entre dans notre vie, puis tout à coup, elle allume une petite lumière. Et ça, c'est fabuleux. On peut demander ça à la littérature et à la musique. Ben, j'écris pas forcément toujours avec la musique, mais il y a des musiques qui m'accompagnent et je suis très, très souvent, régulièrement, en train d'écouter de la musique. D'ailleurs, j'aime beaucoup prendre le train parce que ça me permet, là, c'est vraiment 1 heure, 2 heures, 3 heures où on a le temps d'écouter, juste faire ça. Parce que maintenant, j'ai l'impression aussi, des fois, qu'on n'écoute plus vraiment de la musique. On écoute de la musique, mais en faisant plein de choses. Et moi, j'essaie de justement me garder du temps juste pour la musique. Comme si quelqu'un me parle, ben j'écoute la personne. Mais pour moi, la musique, c'est quelqu'un qui me parle, qui me dit quelque chose. Et en même temps, j'aime beaucoup le parallèle. J'aime faire un parallèle entre la musique et la poésie. Parce que parfois, on dit « Ah, la poésie, je ne comprends pas tout, c'est plus difficile. » Mais quand on écoute de la musique, si j'écoute une pièce, un violoniste là, qui viendrait ici, ben, je ne vais pas lui demander « Mais de quoi vous parlez? » ou « J'ai pas tout compris. » Non, il y a une sorte d'abandon qu'on a avec la musique qu'à mon sens, on devrait avoir avec la poésie. Parce que la poésie ne s'adresse pas seulement qu'à l'intellect qui voudrait comprendre chaque mot et les mettre dans l'ordre où on est habitué de les voir, de les entendre et de les comprendre. Non, l'art, son rôle, c'est aussi de nous déplacer. Moi, je préfère les déplacements qui ne sont pas très violents, mais ça, c'est dans ma nature. J'aime les déplacements doux, un peu comme un brouillard à la surface de l'eau, se déplace assez doucement et tout à coup, il n'est plus là. Alors, pour moi, c'est la même chose. La poésie nous demande de se déplacer tout à coup, c'est-à-dire d'accepter qu'un vers ou un poème va arriver de biais, ou encore là où on ne l'attend pas, ou encore le jour où on ne l'attendra pas, ou quand on va le relire à un autre moment. Et c'est beaucoup cette question aussi de disponibilité, comme on est disponible à une musique. Donc, je voulais mettre aussi la musique parce que je me dis, et ça a été le cas pour Mes forêts aussi, il y a des gens qui lisent le livre en écoutant la musique, ce qui est aussi possible. Je pense que ça l'accompagne. Hein. Pour moi, que ce soit roman ou poésie, peu importe ce que j'écris, je travaille avec les mots comme matière, c'est-à-dire qu'ils ont un rythme, ils ont des sonorités, ils ont une histoire, ils ont une manière de s'accorder entre eux qui parfois ne me regarde pas et va m'étonner si je lis à voix haute. Donc, je m'abandonne à ce que portent les mots, à ce qu'ils peuvent créer en dehors de ma volonté. Et ils le font beaucoup mieux sans ma volonté, d'ailleurs. Je ne l'ai pas dit, c'est vrai que j'ai oublié de le dire dans l'introduction. Vous
travaillez beaucoup avec les Violons du Roi à Montréal, donc qui est un orchestre à cordes, si je ne me trompe pas. Et vous faites des lectures avec eux, donc de toute façon, vous avez un lien vous-même très fort entre votre travail et une mise en scène de votre travail en musique, des spectacles-concerts, des lectures-concerts, je ne sais pas comment vous appelez ça. Oui, j'appelle concert littéraire. Ça fait plusieurs années je conçois des concerts littéraires. J'en ai fait un avec un quatuor à cordes des Violons du Roi et un autre avec 15 musiciens sur scène avec moi de Imuzici. Et il y a des pièces, évidemment. Pour moi, l'intérêt, c'est d'aller plus loin que je lis, il joue, je lis, il joue. Mais au contraire, de lire avec la musique. Et que musique et poésie donnent ensemble ce que l'une et l'autre ne peuvent pas créer seules. Et par exemple, avec des musiques comme Philippe Glass, Arvo Pärt, Peter Vasks, ce qui implique qu'il y a aussi des pièces seules, ça peut être Bach, Beethoven, mais il y a là aussi une rencontre entre musique du passé, musique du présent. Et même chose, je pense que j'aime créer des choses un peu... moi, je pense qu'il faut aller aussi vers les gens avec la poésie. Les lectures, c'est une manière. Le concert musical, c'est aussi une manière. Je pense qu'il y a un apprivoisement. Moi, je vois mal d'arriver et de dire, voici un livre de poésie, lisez-le du début à la fin si vous en avez jamais lu. Je pense qu'il y a quelque chose à dire aussi de la lecture de poésie pour que parfois la peur s'atténue de ne pas comprendre, pour qu'on sache que c'est pas ça qui compte le plus, de comprendre ou de pas comprendre, ou d'aller vers ce que l'auteur a voulu dire. Je le vis beaucoup en ce moment avec le baccalauréat. On me demande beaucoup est-ce qu'il y a des messages. Alors, je pourrais répondre selon ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, mais il y a beaucoup de questions. Et donc, je pense qu'il faut créer des passerelles pour la poésie, pour qu'elle puisse rejoindre les gens. Et pour moi, le public musical, le public qui est habitué à la musique est un public qui peut-être aimerait la poésie et ne le sait pas encore. Alors, c'est l'occasion d'aller rencontrer d'autres publics aussi, tout ça. Et c'est beaucoup de plaisir, évidemment, avec un orchestre de 15 musiciens. Là, c'est vraiment... Waouh, je me fais vraiment plaisir, je l'avoue. Ah oui, il nous reste 2 minutes, mon Dieu. Je voudrais juste... Il y a quelque chose qui, moi, m'a marqué, enfin, il me semble. J'ai l'impression qu'en France, c'est peut-être un raccourci que je fais, mais qu'on a une vision extrêmement bucolique de la nature, la beauté. Et que vous, bien sûr, il y a la beauté, mais que j'ai l'impression que on le sent dans le roman, on le sent dans Mes forêts, on le sent dans vos poèmes, c'est le chaos. Enfin, vous le disiez tout à l'heure, le vent se le prend. Enfin, c'est le danger, c'est l'invisible, c'est le sauvage. Enfin, elle est plus rude, votre vision à vous de la nature. Possiblement. Ça vient peut-être du fait qu'au Québec, on a 4 saisons très marquées. Il y a quelque chose qui est assez rude. En même temps, je veux dire, n'importe quelle forêt et pas que bucolique. Moi, c'est vrai que j'écris pas un lien à la nature qui est bucolique et où il y a les petits oiseaux, où il y a tout ça. Non. Il y a cette beauté, mais cette beauté porte aussi tout un côté sauvage, côté dangereux, tout le côté fantomatique aussi. La forêt, par exemple, est porteuse de grande beauté. C'est un refuge, mais c'est aussi un lieu porteuse de grands dangers. Et c'est la même chose. Le fleuve, il y a des moments où, dans le roman, on a vraiment la beauté du fleuve. Et du côté où l'histoire se passe, de Kamouraska, c'est reconnu, je pense, un peu partout quand on connaît cette région du Québec pour la beauté des couchers de soleil. C'est féerique. Mais en même temps, le fleuve, c'est un des fleuves les plus rudes. On est devant la mer à ce moment-là. Alors moi, je voulais marquer ce côté-là. C'est un fleuve qui est quand même très dangereux à naviguer. Il n'y a pas un capitaine de bateau qui le navigue jusqu'à Montréal. Hein. Ils sont incapables. Ils arrêtent, ils mettent un capitaine spécialisé pour ça. Donc, les deux côtés existent, comme les deux côtés existent dans la vie, comme nos réalités sont des réalités tendues entre des extrêmes. Et pour moi, c'est d'en rendre compte aussi dans ce lien à la nature. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Lisez
pas même le bruit d'un fleuve si ce n'est pas encore fait. C'est un roman magnifique. Lisez évidemment la poésie d'Hélène Dorion. Grande dame du Québec. Merci Hélène Dorion. Et lisez Marie-Claire Blesse aussi. Merci beaucoup. Merci Sophie. Merci à vous. Merci.